Donc un petit sommaire, donc une présentation de la société, ça je ne peux pas ne pas le faire puisque pour que vous compreniez un peu mieux ce que nous sommes et pourquoi nous sommes implantés dans le monde. L'aéronautique au Maroc, un retour d'expérience et puis j'ai rajouté hier soir un point de réflexion qui est un petit peu je dirais des points qui sont remontés par rapport quand j'ai mis mon expérience sur tous les débats que j'ai entendus depuis ces quelques jours. J'ai retrouvé beaucoup de points qui sont ressortis et donc je les ai mis en point de réflexion. Donc le groupe Safran est un groupe international de haute technologie qui travaille dans 3 domaines, l'aéronautique, la défense et puis la sécurité. Je pense pas que ce soit mis, mais je peux, avant que j'oublie, vous dire que nos clients sont les avionneurs mondiaux, comme Airbus, puisque je suis européen, je vais commencer par eux. Boeing, Gulfstream, qu'est-ce qu'il y a d'autres, Bombardier, tous les grands du monde aéronautique. Donc c'est un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros annuel. C'est presque 55 000 personnes sur 50 pays. Donc quand même une expérience du groupe à l'international. Et donc les 3, je les ai déjà dit. Donc les implantations dans le monde. Donc nous sommes carrément sur tous les continents pour différentes raisons. Soit être près de nos clients, puisque il est nécessaire des fois de créer des filiales pour alimenter les chaînes de certains constructeurs ou pour des raisons économiques, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc les différents sites ouverts donc dans le monde qui vont faire soit de la production, des études, de la maintenance, enfin tous les domaines qui touchent l'aéronautique, avec des implantations récentes en Chine et en Australie. Donc dans l'aéronautique, le groupe cherche avoir la meilleure place mondiale, on va dire. Donc j'arrive pas trop à lire parce que c'est un petit peu loin. Nous sommes numéro 1 dans différents segments de marché, donc sur les moteurs d'avion, avec des joint ventures avec des Américains notamment. Dans les turbines d'hélicoptères avec Turboméca, c'est déjà plus français, vous connaissez certainement puisque c'est implanté dans le sud-ouest de la France. Dans les commandes de vol, les roues et les systèmes de freinage. Nous sommes numéro 2 dans les moteurs spatiaux et la propulsion liquide, pardon, parce que ça c'est assez récent. C'est vrai que Safran couvre le marché des moteurs, du plus petit moteur de quelques grammes de poussée jusqu'à la fusée Ariane. Donc vous voyez que c'est relativement vaste. Donc numéro 1 des moteurs. C'est bon? Non mais je vais m'approcher un petit peu. C'est ça, quand on devient vieux, on a du mal à voir. Normalement, c'est près, mais moi, c'est loin. Donc, nous sommes leaders mondiaux dans les nacelles et moteurs, dans l'électronique de puissance et dans le câblage aéronautique. Côté défense, donc pareil, commande de vol pour hélicoptères, navigation inertielle. Nous travaillons aussi sur les drones et les systèmes optroniques, on y reviendra tout à l'heure aussi. En termes de sécurité, nous sommes numéro 1 au niveau de l'identité biométrique. La fourniture de terminaux de jeux et de paris, comme pour le loto, les choses comme ça. Et donc sur le marché des cartes à puces. Donc les ressources humaines, comme je disais tout à l'heure, c'est presque 55 000 personnes dans le monde. 1000 salariés recrutés en France en 2009, donc dont 70% d'ingénieurs. Il y a une vingtaine de pourcents des effectifs qui sont dédiés à la recherche. Donc c'est un point très important dans le groupe, c'est de poursuivre le développement de nos industries.
Donc 4% de la masse salariale consacrée à la formation et plus d'1,3 million heures de formation dispensées chez Safran. On y reviendra tout à l'heure. Je vous dirai un petit peu comment on a pratiqué au Maroc pour développer les ressources humaines. Maintenant, je vais présenter quelques planches qui sont plus axées sur le Maroc. Et donc là, à ce titre, je tiens à présenter les excuses d'Amin Ben Brahim qui devait intervenir aujourd'hui, mais qui est un homme multicasquette et qui s'est trouvé pris dans un conseil d'administration. Donc je vais essayer d'être fidèle à sa parole. Juste avant d'entamer ces planches, il faut savoir aussi que nos marchés, les marchés de l'aéronautique, sont exclusivement négociés en dollars. Et donc vous comprendrez plus tard pourquoi je vous dis ça, c'est que ça nous oblige à trouver aussi des schémas et des implantations qui répondent à ces variations de dollars, puisque certains marchés peuvent avoir été traités à une période où c'était quasi 1 pour 1, et aujourd'hui c'est plus du tout le cas, puisque sur le journal hier j'ai dû voir qu'on était presque à 1,4 quoi. Donc ça donne des contraintes fortes dans nos métiers. Donc la situation géographique du Maroc. Donc le Maroc se positionne comme étant une continuité naturelle de l'Europe, puisque elle n'est qu'à 14 kilomètres par le détroit de Gibraltar de l'Espagne. Donc le Maroc est en rapide mutation. Et donc il y a une politique sociale qui est très très forte actuellement. Je pense que Sa Majesté le Roi a donné des impulsions très fortes dans ce sens, a donné des impulsions très fortes aussi sur l'aspect économique et développement industriel sur le Maroc. Donc il a mis en place un certain nombre de ce qu'on appelle un balisage stratégique. On va revoir tout à l'heure sur les planches suivantes. Et puis a donné donc des axes privilégiés, on va dire, pour développer le Maroc, donc avec le tourisme, l'industrie, et donc a fait de très gros efforts sur les infrastructures. Donc naturellement, nous allons dire que il y a une compétitivité économique qui se dégage du côté marocain, puisqu'il y a quand même un vivier important de travailleurs. Il y a des coûts salariaux qui sont, on va dire, attractifs par rapport à d'autres secteurs dans le monde. Je parlerai des pays de l'Est ou comment dirais-je, dans l'Amérique du Sud. Et puis une réactivité assez forte des autorités pour aider et accompagner donc les entreprises qui viennent s'y implanter. Donc là, c'est grand chantier. Donc Mid a voulu dire que en fait, depuis 2001-2006, on voit qu'il y a des efforts très très forts de fait du côté des autoroutes, des routes, enfin tout ce qui est infrastructure pour accompagner donc la croissance du pays. Donc on va passer vite, sinon je tiendrai jamais le temps. Donc une vision claire de la politique et du développement. Donc sur le tourisme, il y a le plan Azur, donc avec des 5 chantiers importants, donc dont le port principal dans le nord. Un développement industriel avec le plan émergence, qui touche différents secteurs, l'automobile, l'aéro, l'électronique. Et donc je vous en dirai un petit peu tout à l'heure comment nous avons été accompagnés donc par ces structures. Et puis des grands travaux structurants, puisqu'il y a quand même une grosse crise dans le pays sur le logement. Ceux qui connaissent le Maroc, on voit assez couramment des bidonvilles. Donc le gouvernement s'est mis au travail pour essayer d'éradiquer tout ça. Bon, il s'était donné 2010, je pense que ça va déraper un petit peu, mais les constructions vont bon train. Donc les autoroutes, maintenant vous avez une autoroute qui fait quasiment
Tanger jusqu'à Agadir, donc puis d'autres petites portions transversales. Donc il y a le port Tanger-Med dont je parlais aussi, et puis des grands projets urbains pour créer des villes nouvelles, surtout autour des centres où nous étions implantés, à côté de l'aéroport, où en fait les industries s'installent, mais où il n'y a pas de logement disponible. Ce qui cause d'ailleurs quelques petits soucis financiers aux entreprises, puisqu'il faut aller chercher les employés dans la ville pour les ramener au travail, puisqu'il n'y a pas vraiment de moyens de communication. Et puis des initiatives nationales pour le développement humain, un véritable chantier de règne, dit Hamid. Donc, en conclusion, par contre, il reste 2 points de vulnérabilité, je vais y arriver. Donc, le pays s'est engagé dans un cycle de développement économique. Donc ça, c'est ce que l'on retrouve dans les Échos. Mais des points de vulnérabilité demeurent. Donc, sont l'énergie. Bon, ça, je l'ai subi un petit peu côté électrique. Bon, quand on a besoin de puissance importante, c'est pas toujours disponible sur les centres de production. Il y a la fracture sociale, hein, puisque vous avez des différences relativement importantes, on va dire. Il y a des gens, on va dire on veut pas dire riches, mais aisés, et puis après des gens très pauvres. Mais la classe moyenne aujourd'hui n'existe pas trop. Elle est plutôt en création actuellement. L'éducation et la formation qui, malgré, on va dire, des échanges avec les écoles françaises ou étrangères, correspondent pas tout à fait aux besoins des métiers que l'on implante dans le pays. La justice, où il reste des efforts à faire. Bon, là, je vous ai mis un petit avion pour vous faire comprendre dans quel secteur nous étions. Bon, les secteurs aéronautiques, bon là c'est assez illisible, mais ça je vous le laisserai découvrir à travers la lecture. Il y a d'autres planches qui le présentent. Je pense qu'il faut plutôt dire un petit peu les métiers qui sont implantés aujourd'hui au Maroc. Donc il y a tous les métiers d'études, calcul, de la mécanique, les matériaux composites, l'assemblage d'éléments de structure, du moulage, du câblage, des produits chimiques, les traitements de surface, les outillages aéronautiques, la tôlerie, la chaudronnerie. Enfin, tous les métiers qui sont nécessaires à alimenter on va dire, les gros industriels qui se sont implantés là-bas. Donc une évolution, là c'est une planche qui présente les évolutions des effectifs dans le monde aéronautique au Maroc. Donc vous voyez, c'est une croissance relativement importante, avec des prévisions à 2015 qui vont atteindre à peu près 18 000 salariés. Bon, si on va la zapper. Le pacte émergence, ça c'est plus intéressant. Donc le Maroc a mis en place un certain nombre d'accompagnements pour 8 familles de métiers dont je parlais tout à l'heure dans l'aéronautique. Et puis donc des mesures concrètes sectorielles pour aider. Donc il y a des fonds qui ont été mis en place qui permettent aux industriels de s'implanter. Déjà fournir des terrains. En général, les terrains ne sont pas achetés là-bas, mais sont loués. Donc fournir ces terrains, amener les énergies nécessaires. Et puis après, pour les investissements, on peut avoir des accompagnements qui correspondent grosso modo à une dizaine de pourcents des investissements en infrastructure et en équipement. Bon, il y a des programmes de formation adaptés aussi qui se mettent en place. Ça, alors pourquoi le Maroc? Je pense que c'est plus important. Je vais devoir sauter quelques planches, sinon on n'aura plus droit aux questions. Alors pourquoi le Maroc?
Premièrement, il y a la proximité géographique, comme je disais tout à l'heure. On n'est quand même pas si loin de l'Europe. Il y a quand même l'aspect linguistique qui est important, puisqu'ils parlent la même langue que nous. Donc, toute notre documentation, notamment, on peut la transmettre directement là-bas sans traduction. Donc, c'est quand même un atout majeur. Et puis, il y a quand même un certain nombre de points communs au niveau culturel. En plus, sur un cadre général, si vous voulez, le groupe, on va le voir aussi tout à l'heure, a implanté plusieurs unités. Et donc, il y a une existence, en fait, de bases industrielles déjà existantes dans le pays. Il y a une capacité aussi de monter, une capacité démontrée, de monter en puissance des sites opérationnels qui sont de 7-8 mois. Là-bas, vous pouvez aisément monter la dernière construction que nous avons fait. Nous avons lancé 10 000 mètres carrés d'usine et tout ça, ça a été fait en 6 mois. Donc, c'est pareil. Ces possibilités sont offertes par une main-d'œuvre très, très importante. Je veux dire, par moment sur le chantier, il y avait une centaine de maçons, ce qui n'est pas toujours facile à trouver dans notre pays. Bon, et puis il y avait aussi des exemples de joint venture montées au Maroc. On va y revenir tout à l'heure. Donc le Maroc est un prolongement naturel de l'Europe. Ça, nous l'avons dit aussi. Dans le cas du groupe Safran, donc il y a 5 centres de compétences qui ont été créés, donc dans le domaine des systèmes électriques et notamment dans le câblage. Sur la maintenance Alors, ce qu'il faut préciser là, c'est que sur les systèmes électriques, nous avons une société qui s'appelle Matisse, qui est une joint venture en fait entre une société française qui était Labinal à l'origine et une société américaine, enfin avec Boeing pour ne pas le citer, et puis donc avec la Royal Air Maroc. Donc, vous voyez des structures différentes pour les 5 centres. Ensuite, il y a Snegma Service. On va y revenir tout à l'heure. J'ai des planches pour vous faire voir des petites photos. Ça fera plus que des discours. C'est 1800 techniciens ingénieurs en 2010, 100 millions d'investissements sur 5 ans. Donc, c'est pas rien qui a été investi côté marocain. Et aujourd'hui, c'est 270 millions de dollars de chiffre d'affaires à l'export. Donc quelques photos rapides pour vous faire comprendre les activités. Donc Matisse, dont je parlais tout à l'heure, qui est joint venture, donc avec RAM, Boeing et Labinal, ils sont spécialisés dans les câblages. Ils travaillent notamment pour Boeing. Alors tout à l'heure, je vais rebondir un petit peu sur les propos de mon prédécesseur. C'est que ces aspects de sécurité aussi sont pris en cible par nos clients même, qui des fois nous demandent, ou même des Allemands, j'ai vu passer dans l'usine, quand ils passent dans l'usine et qu'ils voient des gens travailler sans lunettes de sécurité, pour eux ils sont outrés. Mais je pense que cette réticence du personnel n'est pas non plus spécifique au Maroc, parce que j'ai rencontré les mêmes problèmes en France. Donc Matisse, donc vous voyez, sont des bâtiments récents et donc ils travaillent pour une bonne partie pour Boeing, Snegma, enfin tous les avionneurs dont j'ai cité tout à l'heure. C'est donc 520 personnes, 60 millions de dollars, donc c'est une belle entité. Ensuite, il y a Labinal Maroc et ils fabriquent aussi des harnais de câblage aéronautique, contrario de Léonie qui fait du câblage là-bas pour l'automobile. Donc eux travaillent donc c'est 75% c'est une filiale à 75% du groupe Safran lancé en 2004. Donc c'est 550 personnes. Ils travaillent plutôt sur le segment de marché Airbus et Eurocopter et sur le militaire. Eux ils sont implantés du côté de Rabat. Après il y a SMES, qui est en fait une entité qui a été créée à l'origine pour maintenir les moteurs de la Royal Air Maroc, et qui depuis a cessé de
de progresser dans les nombres de grandes visites de moteurs et travaille pour différentes compagnies de transport. Donc spécialisé plutôt dans les moteurs CFM, qui sont en fait les moteurs qui sont fabriqués par le groupe en coopération avec General Electric. Donc ce sont des métiers très pointus, hein, bon, parce que là quand même quand ils font une grande révision de moteur, le moteur est entièrement démonté pièce à pièce. Donc vous comprendrez aisément les certifications et les exigences de qualité qui sont nécessaires pour piloter ces entreprises. Donc voilà les compagnies qui font confiance donc à SMES pour donc vous voyez il n'y a plus que RAM, ils sont je sais pas au moins une cinquantaine, c'est marqué au-dessus, une trentaine de compagnies qui maintenant font réviser les moteurs au Maroc. Ensuite Hercel Maroc. Bon, là, je connais un peu mieux puisque j'y ai passé 3 ans et demi. J'ai repris cette société qui avait 1 an d'existence, où il y avait une première tranche qui avait été créée, où il y avait à peu près une centaine de personnes. L'objectif de cette société, alors là, il y a quand même une précision, parce que j'ai souvent entendu là dans le de délocalisation. C'est franchement pas ce que l'on a voulu faire avec le Maroc. On a voulu profiter, si vous voulez, de la progression et de l'augmentation de volume des affaires de nacelles pour créer une entité au Maroc plus dédiée aux petites nacelles, qui est un marché, on va dire, un peu plus exacerbé sur les prix, quoi. Donc il fallait trouver des structures qui puissent répondre à ça, comme les Américains savent le faire avec les pays d'Amérique du Sud, pardon. Donc, ce sont aussi des métiers très pointus, puisqu'on touche les matériaux composites, l'assemblage. Et bon, donc ça a été lancé en 2005, et puis donc en 2008. On était, on va dire, mieux que le business plan de base. Et donc, il a été décidé de lancer la deuxième tranche un peu plus tôt que prévu. Toujours dans le même domaine du matériau composite et l'assemblage. Donc ça, je viens de le dire. Donc, les investissements, c'est 30 millions d'euros sur 5 ans. Donc, vous voyez, c'est pas rien non plus. Et en 2010... s'il travaille bien depuis que je suis parti, il devrait arriver à 70 millions d'euros. L'effectif est aujourd'hui de 350 et l'unité qui a été créée là-bas a une capacité de 500 à peu près. Là, je vais faire une petite parenthèse par rapport aux propos précédents. Donc là-bas, sur les 350 personnes, nous sommes 4 Français en fait. Il y a le DG qui est français. Il y a le responsable des méthodes qui est français. Et puis, il y avait la compta, et puis même récemment, et donc il en reste moins. Et sinon, la main a été donnée aux locaux. Donc, les ressources humaines, dès le départ, c'était une locale. Je pense que là, on retrouve vraiment des points communs, et là, il faut pas se rater. Parce que, bon, même si on amène des modèles industriels, on va dire, tout faits, puisque le groupe a l'habitude d'aller dans le monde entier, il faut quand même s'adapter au pays. Il y a des choses que nous, on ne peut pas savoir, et donc là, on a vraiment besoin des locaux pour le faire. Bon, là, je passe rapidement. Donc, simplement, si vous repartez par l'avion, que vous prenez un A320, vous pourrez voir donc l'inverseur qui est à la gauche du... Donc c'est un système de porte qui s'ouvre à l'atterrissage pour freiner l'avion. Et j'ai vu que c'était très nécessaire ici pour s'arrêter à Toulon parce que la piste est un peu courte. Donc Tecos c'est une société d'ingénierie. Donc ils travaillent aussi, ils font de l'étude, du calcul sur des pièces moteurs et
toutes les structures aéro pour le groupe et travaille aussi un peu pour l'automobile. Sagem, donc là c'est une implantation la dernière implantation au Maroc, et donc ils ont pris le Maroc comme étant un point d'entrée sur l'Afrique pour tout ce qui est développement d'applications générales, les systèmes biométriques. Ils ont développé aussi les cartes grises, par exemple, pour le Maroc, les permis de conduire, des choses comme ça. Bon, donc au safran au Maroc, on l'a vu tout à l'heure, c'est à peu près 2000 personnes sur tous les sites que je viens de citer. Donc tous les sites, je pense que c'est important aussi à souligner, c'est quand on s'implante dans un pays comme ça, il faut convaincre nos clients. Et on ne peut pas convaincre nos clients déjà sans l'image, la première image qu'ils ont quand ils arrivent sur les sites. Donc vous avez pu remarquer, tous les sites Safran ont un look assez futuriste, tout en respectant, on va dire, un petit peu l'architecture locale. Donc je pense que c'est important pour avoir reçu beaucoup de clients qui étaient réticents pour qu'on produise sur le Maroc. Déjà, le premier coup d'œil est très important. Bon, donc c'est tout un tas de nouveaux métiers que nous avons donc transférés sur le Maroc. Bon, un petit zoom rapide sur l'ensemble de l'activité aéronautique. Donc ça, c'est une présentation du GIMAS que j'ai repris, dont Hamid est le président d'ailleurs. Donc c'est GIMAS, ça veut dire Groupement industriel des métiers aéronautiques et spatiaux, au pendant du GIFAS en France. Donc, bon, je vais pas tous les citer, mais vous voyez que c'est relativement dense. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont implantées là-bas, donc les plus grands, ce qu'ils appellent les paquebots là-bas. Donc, il y a EADS, Aircel à travers Safran, et puis d'autres grosses unités. Les métiers, métiers diversifiés, donc ça c'est une planche qui est un peu redondante avec celle que j'ai présentée tout à l'heure. Et puis différents segments de métiers. Il y a donc des métiers de logistique, bien évidemment. Il y a des métiers de fabrication d'outillage pour alimenter les différents secteurs. Les métiers de la mécanique, la chaudronnerie, l'électricité, le composite. Donc ça, c'est une petite carte qui permet de voir les différents segments. Donc c'est 8000 employés hautement qualifiés aujourd'hui, une centaine d'entreprises, 800 millions de dollars de chiffre d'affaires, 450 millions de dollars d'investissement. Ça vous donne un petit peu une vision globale de l'implantation des métiers aéronautiques au Maroc. Il y a des partenariats aussi avec les universités qui commencent à prendre forme, notamment avec Sagem, qui en fait trouvait pas sur le territoire des gens formés vraiment à ce qu'ils souhaitaient faire, et donc ils sont appuyés sur une école locale pour former leurs élèves sur une année d'études. Bon, donc le pack émergence, je vous en ai parlé tout à l'heure, peut-être succinctement, mais je ne vais pas trop le développer. Ça c'est redondant, ça c'est illisible. Donc c'est simplement pour vous situer dans l'avion les différents, donc à tête reposée vous pourrez regarder. Donc les initiatives et les 6 mesures, donc c'est faire du Maroc une plateforme compétitive privilégiée au prolongement de l'Europe. Bon, c'est des points qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc il y a des programmes de formation qui se mettent en place. Alors comment nous, peut-être aussi petit peu de retour d'expérience. C'est vrai que nous, quand nous sommes implantés là-bas, des gens qui travaillaient pour l'aéronautique, ça n'existait pas. Donc il a bien fallu se débrouiller. Et donc, dans un premier temps, nous avons formé notre personnel avec du personnel français que l'on a amené sur place
pour servir de professeur, on va dire. Mais là, il y a des structures qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir faciliter, on va dire, le passage de gens qui sortent de l'école, des écoles marocaines, sur des formations, on va dire, générales sur la mécanique ou les choses comme ça. Puisque les profils que nous embauchons, nous, sont des profils Bac+2, Bac+3. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle un SAS, donc avec une école spécialement dédiée aux métiers aéronautiques. Donc, cette école a ouvert, là, ou va ouvrir ces jours-ci, donc pour servir de passerelle entre la formation générale et les métiers de l'aéronautique. Donc là, voilà cette école, vous voyez, elle a aussi un look intéressant. Je vais presque tenir les temps. Donc, retour d'expérience. Ce que j'ai pu, par rapport à tout ce que j'ai pu croiser comme... on va dire, comme retour par rapport à tout ce que je vous ai présenté là, c'est que il y a plusieurs sociétés du groupe qui se sont créées sur des modèles standards, bien sûr, que l'on a adaptés à chaque fois au pays, notamment sur les ressources humaines, nous en avons parlé tout à l'heure. C'est vrai que la notion du temps est un petit peu différente. Le Maroc, c'est quand même les portes de l'Afrique, hein, donc... le long terme n'est pas vraiment quelque chose qui est pris en compte comme chez nous. On l'a évoqué tout à l'heure, la formation, par exemple, à quoi ça sert d'apprendre des choses qui sont pas utiles. Donc tout ça, c'est peut-être pas encore forcément... ça commence à démarrer, mais c'est pas ancré dans les esprits. On essaie aussi de mettre en place des couvertures sociales pour les gens, une mutuelle pour qu'ils puissent se soigner, des choses comme ça. C'est pas forcément quelque chose qu'ils intègrent facilement pour eux, c'est plutôt la recherche du cash immédiat, quoi. Mais bon, ça commence à comprendre quand même quand ils sont malades. Surtout quand ce sont des maladies graves qui peuvent se faire soigner avec une couverture sociale, ça commence à être intégré. Donc il y a la proximité de la France, hein, quand on a un souci, il n'y a quand même pas de gros problèmes, hein, c'est 3 heures d'avion pour Paris. On a mis quasiment autant de temps pour venir ici. Donc vous voyez, c'est pas si loin que ça. Une rapidité dans les implantations, ce que je vous ai présenté sur les planches marocaines sont quand même vrais, puisqu'on a construit 10 000 mètres carrés en 6 mois. Bon, après, il faut faire les aménagements et la montée en puissance, mais les infrastructures vont relativement vite. Un recrutement aisé, hein, puisque dans les profils que je vous disais, donc sur les Bac+2, Bac+3, il y a un vivier très important. Bien sûr, il fallait qu'on les forme, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais ça va s'arranger avec l'IMA, là, qui est donc l'Institut des métiers de l'aéronautique, qui ouvre donc ses portes, comme je vous le disais. Alors, ce qu'on retrouve côté du personnel, c'est une volonté farouche d'apprendre. Pour nous, on arrive avec des métiers, on va dire, de haute technologie, donc ils sont, je vais appeler ça des éponges. Ils veulent absolument apprendre vite, arriver rapidement à maîtriser ces techniques. Et ça, c'est frappant. C'est des choses que j'avais pas vraiment ressenties sur les sites français où je suis passé précédemment. Il y a une grande disponibilité. Quand on monte une usine, vous savez, les imprévus, ça arrive toujours. Et il n'y a aucun problème pour trouver des gens, et même dimanche, chef, je viens, c'est pas un problème, je te dépanne. Donc, si vous voulez, il y a une disponibilité, une flexibilité qu'on trouve plus trop chez nous. Le retour aussi, c'est que, comme je vous le disais, le business plan, on y est arrivé à tenir parfaitement et même un peu plus rapidement que prévu. Et donc les performances de cadence, hein, on va pas parler en coût parce que c'est pas comparable, hein, puisque ce sont des salaires de SMIG à peu près similaires à ce que j'ai entendu tout à l'heure en Tunisie. Donc c'est l'ordre de 200 € par mois, hein, le SMIG, hein, je parle. C'est pas ce que nous pratiquons nous, on y reviendra tout à l'heure. Je voulais simplement parler des performances industrielles en mesurées en heures
Et il n'y a pas du tout à rougir. On est arrivé là-bas à avoir des performances tout à fait identiques, voire meilleures. On a réussi à mettre en place et déployer des méthodes modernes. Et je dirais que c'est l'avantage des sites récents, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Donc les gens les appliquent sans réticence. Alors que quand vous voulez faire ça en France, quand vous voulez déplacer une machine, on va vous expliquer que ça a toujours marché comme ça et que ça serait bien que ça le reste, quoi. Donc ça, je vais dire que c'est un atout majeur. Et puis nous avons passé un certain nombre de certifications dans nos métiers, c'est obligatoire. On ne peut pas produire des pièces d'avion si on n'est pas reconnu par le monde des certifications, le monde international. Donc nous sommes qualifiés EN 9100. ISO 14001 sur l'environnement, notre NUTCAP pour le marché américain. Et à chaque audit, j'espère que ça va durer, on avait beaucoup moins de points à régler que les sites français ou les autres sites, quoi. Donc pour vous dire que ça se déploie, et c'est ce que j'ai marqué sur la ligne suivante. C'est ce que beaucoup de gens, et notamment les clients, pensaient, c'est que ce sont des pays où il n'y a pas de rigueur. Et ben c'est faux. On arrive à, on trouve le management adapté, à avoir une rigueur très importante, qui est même prise en exemple aujourd'hui dans le groupe. Donc tout ça découle sur des performances que je vous disais tout à l'heure, des performances économiques, qui permet donc à Aircel de capter des marchés sur les petites nacelles qu'il n'aurait pas pu faire s'il n'y avait pas eu le site de Maroc. Et donc le site du Maroc est vraiment, on va dire, Aircel a un trépied avec 3 sites majeurs qui sont un site implanté au Havre, donc il y a une dame de Rouen, je crois, elle va probablement connaître. Un autre site qui est en Angleterre et le 3e site au Maroc. Et c'est le trépied de production pour alimenter, donc je vous disais Airbus et puis donc tous les grands donneurs d'ordre de l'aéro. Un point que j'ai mis aussi, c'est éviter d'avoir une politique drastique, hein, parce que c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, si vous payez les gens au SMIC, premièrement vous tombez dans un turnover important. Après avoir fait des formations qui pour nous durent entre 3 et 6 mois. Donc c'est une perte sèche pour l'entreprise. Donc il faut essayer de trouver le bon compromis tout en respectant le marché local donc nous, pour vous situer, on était plutôt à 2 fois le SMIC, quoi. Hein, pour ces métiers de haute technologie. Ce qui nous plaçait dans le panel global, on va dire plus que le point médian, quoi. On était plutôt dans les meilleurs payeurs, on va dire. Donc avec ça, vous pouvez fidéliser aussi le personnel. Et vous faisiez une allusion à l'AID, c'est vrai que on sent effectivement dans ces périodes une petite tension. Et il faut savoir que pour acheter un mouton, pour eux, pour un smigard, c'est 2 à 3 mois de salaire. Donc aussi pour fidéliser, faire participer le personnel à ça, comme en France il existe une prime de Noël, nous on a mis une prime de l'Aïd, ce qui a été très bien perçu, donc voilà un petit retour aussi d'expérience. Bon, il faut avoir le management là-bas va être différent du management français. Il faut être ferme, ils n'ont pas peur de la rigueur, ils ont l'habitude, hein, ils sont éduqués comme ça. Il faut être ferme, mais être humain, être à leur écoute. Ils sont, comme je disais avec ma femme quand on a fait la dernière visite là-bas, et c'est elle qui m'a donné ce terme, je vais vous le répéter, sont de grands enfants. Ils ont besoin d'être constamment... il faut qu'il y ait un retour permanent, quoi, un dialogue permanent. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Faire attention aussi, hein, il y a eu quelques échecs, c'est pour ça que le manager, il faut absolument qu'il soit reconnu par sa technicité, par ses connaissances. Si vous amenez quelqu'un qui connaît rien dans la technique, il va être écarté. Il faut vraiment quelqu'un qui puisse répondre
à leurs attentes techniques. Et puis voilà, donc en conclusion, je vais dire que c'est une formidable aventure vécue durant 3 ans et demi là-bas. Franchement, j'étais parti avec des idées un petit peu préconçues, comme beaucoup, et j'ai trouvé là-bas des points que l'on peut vraiment transposer et où il n'y a aucun souci. Je suis à l'envers là. Oui, pardon. Et donc, pour croiser avec les points de réflexion, ce sera ma dernière planche. Par rapport à tous les propos que j'ai entendus donc ici, donc je me suis dit, ces implantations répondent-elles pas à la mobilité des peuples, ou c'est un pied aussi dans la mondialisation, c'est-à-dire qu'avec ces implantations, on apporte des méthodes, une rigueur, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, des qualifications, enfin tout un tas de paramètres qui n'existaient pas dans ce pays. Puis on casse l'idée aussi que les cerveaux sont au nord et la sueur au sud. Je pense que c'est important, c'est quelque chose que j'ai fortement ressenti. Et donc il y a des ingénieurs qui sont très bons là-bas, mais qui ne trouvent pas forcément de métier. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à venir en Europe pour appliquer ce qu'ils ont appris. Et donc je pense qu'à travers ces implantations, on leur offre de pouvoir faire leur métier chez eux. C'est une ouverture aussi sur les échanges d'intérêts communs. Je pense que quand on arrive sur un pays comme ça, faut pas vivre avec ce qu'on a appris chez soi. Il faut écouter, partager. Ça, c'est très important. Donc c'est une remise en cause totale pour, comme vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, un expatrié qui arrive là-bas. Il faut qu'il trouve ses repères. Il y a un mixage à faire qui est intéressant. Et puis je dirais que d'implanter des sociétés comme ça sur des pays émergents, comme il n'y a pas le vécu industriel du vieux continent, nous allons beaucoup plus vite à mettre en place des méthodes nouvelles. Et je pense que ça augmente les performances, notamment du groupe pour nous. Et puis, point aussi qui a été évoqué là, j'ai ressenti aussi que le fait d'amener tout ça, c'est un rayonnement non seulement sur les employés, mais ça se transmet largement sur la famille. Et les familles sont souvent très demandeuses de venir visiter, voir où les membres de la famille travaillent. C'est un lien important. Voilà, j'en ai terminé.